Donc bonjour à tous, moi je suis le docteur Christelle Sordet, je suis rhumatologue pour les adultes et également pour les enfants et je travaille au centre de référence pour les maladies auto-immunes rares à Strasbourg. Bonjour, je suis le professeur Dirocco, je suis neurochirurgien pédiatre, je travaille à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon et dans le cas des maladies rares, je m'occupe donc du centre de référence crânio-sténose de Lille. Bonjour, Joanne Van Est, je suis psychologue à Lille. Je travaille en pédiatrie et chez les adultes et pour la maladie rare, notamment au niveau pulmonaire chez les adultes. Donc, je m'appelle Camille Besson, je suis psychologue à l'hôpital Necker à Paris. Je travaille dans le service d'immunologie, hématologie, rhumatologie pédiatrique. Alors chez les adultes, le contexte est probablement un peu différent quand les patients sont hospitalisés et quand ils sont en consultation. En hospitalisation, on va dire peut-être plus de temps et en tout cas plus de temps pour revoir le patient. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de préparer bien entendu à l'avance, hein, d'essayer de voir un petit peu dans quel contexte est le patient, dans quel état d'esprit il est. Et puis, on va organiser cette annonce souvent en chambre, avec parfois quand même des internes du service, donc on peut être plusieurs médecins. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important pour les patients. On appelle souvent ça l'annonce, la minute éternelle, hein, donc on essaye bien sûr de prononcer le mot de la maladie, pour que les choses quand même soient relativement claires. Assez rapidement, on essaye de voir un petit peu, ce qu'en pensent les patients ou ce qu'ils savent déjà pour essayer de répondre au plus près, de leurs préoccupations et de leurs besoins. Voilà, on essaye de pas forcément partir dans des discours très longs, même si parfois on a envie, nous, en tant que médecins, d'expliquer. C'est un acte qui est difficile, hein, en soi, je trouve, d'annoncer. On est porteur quand même plutôt de mauvaises nouvelles puisqu'on annonce une maladie chronique. Voilà. Et puis, en hospitalisation, on a la possibilité bien sûr, de partager ça en équipe pluridisciplinaire avec les infirmières, la psychologue. Et on demande souvent aux patients s'ils veulent voir notre psychologue ou voir des infirmières pour revenir un petit peu sur ce qu'on a pu dire, ou on leur propose même, nous, de revenir pour parler spécifiquement de ce qu'on a pu dire dans ce temps-là précis. Donc ça, c'est pour l'hospitalisation. En consultation, c'est un peu différent puisqu'on a peut-être moins le temps. Donc c'est vrai en tout cas, j'ai moins la possibilité de proposer le fait de revoir le patient et nous n'avons pas malheureusement de paramédicaux, d'aide, enfin du psychologue ou d'infirmière à disposition, ou enfin qui sont présents en consultation pour revoir le patient. Mais les principes d'annonce sont globalement les mêmes, hein, de voir comment est le patient, dans quel état d'esprit il est, de pouvoir donner le nom de la maladie précise, si effectivement on l'a, et puis d'essayer rapidement de voir quelles sont ces questions. Et puis après, l'annonce se fait au fur et à mesure des questions des patients pour voilà, répondre sur l'évolution, le traitement, le pourquoi, le comment, etc. Pour les enfants, donc nous on traite des enfants qui sont très petits, parfois des nourrissons, donc principalement on va discuter avec les parents, donc bien évidemment pour le tout petit, et puis pour les plus grands, les adolescents, on va discuter avec les parents et avec le jeune. Donc, on va voir une consultation qui va devoir prendre en compte ces deux aspects, c'est-à-dire le degré de compréhension des parents, mais surtout le degré de compréhension de l'enfant. Après, dans le contexte de notre type de pathologie, donc de maladie rare, il y a souvent donc un certain degré d'errance diagnostique avec des suspicions qui sont soulevées par le pédiatre, le médecin traitant, parfois la famille elle-même, qui donc amène à une consultation spécialisée. Donc, on va voir principalement des diagnostics dans un contexte de consultation. C'est très rare qu'on ait des diagnostics pour des enfants qui vont être hospitalisés. À ce moment-là, ils sont hospitalisés dans d'autres services. Et pareil, ce sont des collègues qui nous demandent un avis. Donc, on est dans un contexte de consultation pour des enfants qui sont adressés avec une suspicion de maladie rare. Donc, on arrive dans un contexte assez particulier parce que il y a donc, vous imaginez bien, tout le travail qui a été fait en amont par les parents de ces enfants qui ont été sur internet chercher des informations, qui ont commencé à se renseigner à droite à gauche et qui arrivent donc avec une charge émotionnelle très forte.
avec parfois des bonnes surprises, j'oserais dire, c'est-à-dire de diagnostic qui est infirmé, il n'y a pas de maladie rare, il n'y a pas de problème. Et puis, de l'autre côté, le plus souvent, malheureusement, des diagnostics qui sont confirmés. Et donc, notre rôle, donc, quelque part, est un peu particulier parce qu'on n'est pas vraiment dans une annonce diagnostique, mais dans une confirmation du diagnostic, avec donc du coup toujours cet espoir que le médecin qui les avait adressés s'était finalement trompé, que finalement il n'y avait pas le problème qui avait été soulevé et que l'enfant ne présente pas de problème. Et puis finalement, donc du coup, la confirmation que si, il y a une maladie rare. Ensuite, la particularité de la crâniosténose, c'est que c'est une déformation qui touche le crâne, donc automatiquement on pense au cerveau, parfois c'est le cas, mais le plus souvent, heureusement, c'est que le crâne, et s'entraîne à une déformation esthétique visible, donc avec un impact aussi sur l'esthétique de l'enfant, qui peut modifier aussi un peu l'attachement, la relation parent-enfant. Donc il y a tout cela qui se mélange. Donc bien entendu, donc c'est l'enfant qui est atteint. Donc cela va sans dire un sentiment de culpabilité qui n'a pas lieu d'être, mais qui c'est facile à dire. Ne vous sentez pas responsable. Les parents se sentent bien sûr responsables de ce qui arrive à l'enfant. Donc il faut gérer ce sentiment de culpabilité. Donc on essaie de désamorcer tout de suite parce qu'on sait que les parents, souvent plus souvent la maman, il faut dire que le papa se projette dans une culpabilité, et du moment où on dit effectivement il y a une crânosténose, elle recommence à revoir toute la grossesse pour savoir ce qu'elle a pu bien faire pendant la grossesse, ce qui a bien pu se passer qui emmène que l'enfant finalement a un problème. Donc on essaie de désamorcer tous ces mécanismes qui vont détourner l'attention de la maman, parce que pendant qu'on lui parle, elle est en train de réfléchir à la grossesse et est-ce que ce jour-là j'avais pris du paracétamol parce que j'avais mal, est-ce que c'est à cause de ça, etc. Donc on sait déjà certains problèmes, disons, certains mécanismes, culpabilité, responsabilité qui vont être présents, donc on cherche à désamorcer tout ça. Et puis, il y a donc l'aspect chirurgical qui est lié à notre discipline. Et donc, du coup, vous imaginez bien qu'on est en train de parler d'un nourrisson pour lequel, si le diagnostic est confirmé, il faudra très probablement l'opérer, et ceci à un âge donc assez rapidement, c'est-à-dire qu'on essaie d'opérer avant 1 an de vie. Donc, du coup, euh, dans ce qui se passe dans notre annonce, le sentiment de soulagement de poser un diagnostic, de confirmer, de dire on sait ce qui se passe, on sait où on va. Et donc, il y a quand même quelque chose de très rassurant en médecine quand on sort de l'inconnu et qu'on trouve des gens, des docteurs qui vous disent vous vous inquiétez pas, on sait, vous avez eu différents docteurs, mais maintenant on peut vous dire c'est telle maladie, telle chose, tel pronostic. Très vite, ce sentiment de soulagement est dépassé par le stress de l'opération, par le stress de ce qui attend l'enfant et la famille. Et du coup, on se retrouve très vite dans une famille qui reste malheureusement en détresse à cause de ce qui les attend. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on essaie de prendre en compte. Et du coup, notre option a été de dire, on ne peut pas donner toutes les informations qu'on voudrait donner lors de la même consultation, puisqu'il y a trop d'informations. Donc, il y a tout l'aspect diagnostique et tout l'aspect thérapeutique qui est derrière. On a essayé d'avoir la psychologue en même temps de la consultation, mais du coup, c'était difficile parce que le dialogue que peuvent avoir les parents avec la psychologue en présence du médecin, surtout au moment du diagnostic, est très limité. Donc l'aide de la psychologue, malheureusement, à chaud, n'est pas, disons, on aurait suffisamment de temps de psychologue dans les services, on pourrait imaginer qu'elle soit toujours présente, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, et je pense que ce n'est pas le cas disons, dans n'importe quel service en France, il n'y a pas suffisamment de temps de psychologue dans les hôpitaux pour qu'on puisse se permettre le luxe de doubler la présence à ce moment-là. Donc, on a fait l'option de dire aux gens de revenir en consultation. Donc, on repropose une consultation. Donc, c'est plus lourd pour nous parce qu'on double la consultation, mais à la fin, les messages passent parce que les gens rentrent chez eux, ont le temps de se poser, de discuter entre papa, maman, famille, et puis revenir avec leur liste de questions, avec leurs questionnements, avec leurs peurs, et on va affronter ça. Et lors de cette deuxième venue, il y a la possibilité aussi de voir à part la psychologue. Donc on donne le contact de la psychologue, on leur dit mettez-vous en contact, psychologue. Et l'autre disons, élément, je voudrais souligner aussi, c'est l'association des familles et de patients
d'autres parents qui sont passés par là, qui donnent aussi, eux, beaucoup de renseignements qui peuvent montrer qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc même, oui, il y a une opération, mais finalement, ça se passe bien. Heureusement, dans notre discipline, 99% des cas se passent bien. Et que donc, on peut, bien sûr, c'est un mauvais moment dur à passer, mais que finalement, les choses vont aller en s'améliorant dans les mois à venir. Donc voilà, donc on a fait un choix qui est lourd pour le service parce qu'on double les consultations, mais qui en même temps permet d'avoir plus de messages qui passent parce que bien évidemment, comme on sait tous, à partir du moment qu'on dit qu'il y a quelque chose de grave, que ça touche l'enfant et qu'on doit opérer, le reste des informations ne passe plus et du coup, beaucoup d'informations sont perdues. Et donc, on a décidé d'arrêter les classiques. Je vous avais pourtant bien dit la première fois que, alors que les familles, nous on est sûr de l'avoir dit, mais les familles sont convaincues de ne pas l'avoir entendu. En tout cas, elles ne l'ont pas entendu, puisqu'il y a trop d'informations dans un moment émotionnellement trop fort. Voilà. Disons, il y a en médecine, donc il y a eu beaucoup d'attention de la part des collègues oncologues sur l'annonce dans le cadre du cancer. Et donc, on a des bases de comment doit se passer l'annonce dans ce contexte-là d'oncologie qui sont enseignées dans la plupart des facultés de France et de Navarre. Et les étudiants sont très bien calés pour cela. Par contre, malheureusement, et c'est ce que j'essaye de leur dire aussi, c'est que ces mêmes règles devraient s'appliquer à toute annonce à des parents pour une maladie chronique. C'est-à-dire que donc on a mis en place un enseignement à Lyon de théâtre, de débat théâtral. Donc on fait des acteurs qui jouent le rôle des parents, qui font des scénettes pour faire interagir les populations d'étudiants donc de 5e année. Et quand on met en scène une annonce oncologique qui, on va dire, on va faire un peu dans un couloir, comme ça a pu avoir lieu. Tous les étudiants réagissent en disant c'est pas normal, il faut un contexte, il faut une chambre à part, toutes les règles de bienséance, un bureau dédié, on éteint les portables, on se met dans, etc., etc. Par contre, quand on fait la scénette ou on annonce que le patient, un enfant, un ado est épileptique, que ce soit fait dans un coin de table, dans un bureau de consultation comme ça, ou box d'urgence, ça ne les choque pas parce que c'est ce qu'ils voient dans la vie de tous les jours. Et donc, on essaye d'amener un peu de réflexion aux étudiants en leur disant, ben voilà, annoncer à quelqu'un que son fils a une maladie chronique, que ce soit un diabète ou une épilepsie, c'est pas parce qu'il y a un traitement, c'est pas parce que c'est pour vous c'est pas aussi grave qu'un cancer que ça mérite qu'on le fasse un peu à la va-vite, qu'il n'y ait pas d'attention, puisqu'il y a tout autant d'impact sur ben, l'enfant, disons le décalage avec l'enfant fantasmé, imaginaire des parents, le décalage avec la réalité. Et donc cette rupture est tout aussi violente, il mérite les mêmes attentions que les autres annonces de mauvaises nouvelles. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en cancérologie et moins, enfin voilà, on mesure pas, on pense qu'effectivement c'est moins grave dans les autres pathologies chroniques alors que ça a un impact aussi fort. Et puis aussi peut-être le cas, en tout cas à Strasbourg, le cas particulier de la pédiatrie, on a quand même cette relation triangulaire à partir du moment où l'enfant peut comprendre, entendre, voilà, que c'est pas des nourrissons, qui est pas forcément facile. Et en tout cas, nous on n'a pas de formation spécifique dans ce cadre-là avec la formation, avec la relation triangulaire parents, professionnels et enfants. Et ça, c'est vrai que ça complexifie aussi les choses. Dans le service d'adultes, service pulmonaire, forcément, il y a une vie avant. Enfin, quand on annonce une maladie à l'âge adulte, c'est très différent parce que la personne a construit plein de choses dans sa vie sans la maladie. Donc, une vie personnelle, professionnelle, avec d'autres projets parfois. Et il y a vraiment cette rupture, une cassure un peu de ce projet de vie. Souvent, les personnes sont hospitalisées parce qu'ils arrivent avec des symptômes qui sont déjà
très présent depuis un moment parfois. L'hospitalisation, ça peut être le temps d'un bilan. Que l'annonce, c'est vrai que c'est pas toujours un instant T. Il y a il y a différents temps d'annonce. Il y a le temps d'hospitalisation, il y a le temps d'examen. Comme on a entendu tout à l'heure, il y a en effet des personnes qui font des recherches un peu par eux-mêmes, qui regardent un peu sur Internet, qui se font un peu une idée un peu de ce qui se passe ou de ce qu'ils entendent dans les échanges avec les infirmières, avec l'équipe paramédicale. Voilà, il y a différents temps. Et puis après, il y a ce temps du retour des résultats, du diagnostic qui est alors posé. Et puis, en effet, le temps de pouvoir les rencontrer en hospitalisation, ça permet un peu de reprendre ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils peuvent en dire aussi avec l'entourage. C'est pas toujours, surtout en hospitalisation, à temps unique. Il y a vraiment l'échange avec le soignant et puis le patient ou lui-même, la personne, elle peut parfois dire j'en avais lu, j'avais lu des choses et parfois il y a des choses un peu dont le patient réagit et se douter. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des indices qui mettent la puce à l'oreille. Donc, il n'y a pas toujours un temps. En tout cas, c'est sûr que l'annonce, c'est émotionnellement un moment délicat. Il y a beaucoup d'émotions vécues. Hein. On parle de quelque chose de choc émotionnel, de traumatique, d'une souffrance, hein, d'une blessure émotionnelle. Et puis, il y a aussi le partage avec l'entourage, la question de comment en parler avec son conjoint, il y a très vite des questions sur aussi comment faire autrement. Je pense qu'il y a aussi toute la question des deuil de sa vie d'avant, de se rendre bien compte qu'il y a certaines choses qui vont plus pouvoir se faire comme avant, parfois des choix professionnels, de se dire est-ce que j'ai envie de continuer, mais est-ce que je vais pouvoir continuer. Il y a aussi des changements même dans sa personnalité, se dire finalement je suis plus en bonne santé. C'est aussi une forme de deuil d'être différent. Et puis il y a aussi l'inquiétude pour la suite de comment tout ça va évoluer. Alors à la fois ça peut être enfin on a mis un mot sur ce qui nous arrive et ça permet aussi de se dire enfin on prend soin de la personne, peut-être qu'il y aura des traitements, il y a quand même cette idée-là, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude sur comment les choses vont évoluer par la suite. Donc effectivement, les pratiques d'annonce en pédiatrie sont sans doute différentes d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Notamment, est-ce que l'enfant est là pendant la consultation, est-ce que l'enfant n'est pas là, est-ce que la psychologue est là ou est-ce qu'elle n'est pas là. Dans notre service, là, à l'UIH, à l'hôpital Necker, le choix a été fait que les parents soient reçus d'abord dans un premier temps tous les deux, sans l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, et uniquement avec les médecins et éventuellement, s'ils sont déjà en hospitalisation, l'infirmière qui s'occupe de l'enfant, pour éviter qu'il y ait trop de monde en fait dans la pièce, tout simplement. Et il y a une première annonce donc qui est faite aux parents. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'annonce est faite à l'enfant par le médecin quand l'enfant est petit, en présence des parents, parce que ce qui est important pour l'enfant petit, c'est qu'il sente l'alliance qui va exister entre les parents et les médecins. Et quand l'enfant est adolescent, en accord avec les parents, souvent, il est reçu seul par les médecins pour lui faire une annonce directe. Alors moi, je rejoins le médecin qui a parlé précédemment et sur la pertinence ou non de la présence de la psychologue ou du psychologue immédiatement durant l'annonce. On s'est rendu compte en effet que de toute façon, ce temps de l'annonce est en effet, comme ça a été dit par tous mes collègues, un temps de sidération, un temps d'arrêt un peu, et que finalement assez peu du contenu de l'information va être retenu. Donc c'est assez intéressant pour que la temporalité psychique puisse se déployer finalement, de proposer une rencontre dans un autre temps. Donc c'est ce qui se passe dans mon service. En général, les médecins font l'annonce et ensuite évoquent ma présence, mon existence, et ensuite je rencontre les familles dans un autre temps.
Donc moi, je rencontre d'abord les parents et l'enfant ensemble, ça c'est important. Pareil pour cette histoire d'alliance, en fait, l'enfant, quand il est concerné au premier plan par sa maladie, mais il va vivre sa maladie essentiellement au travers de la manière dont le parent lui-même vit la maladie, vit les annonces, va vivre l'hospitalisation, les traitements, etc. Donc c'est important de pouvoir recevoir la cellule familiale ensemble. Et ce qui est important, je crois, en pédiatrie et dans ce deuxième temps, du coup, ça va être justement de partir de ce qu'ont retenu, de ce qu'ont compris les familles. Et on se rend compte que parfois, en effet, il y a un delta assez important entre ce que le médecin a voulu faire passer et ce que la famille, et notamment l'enfant, a retenu. Donc, avec l'enfant, notamment, je vais partir de ce qu'il sait. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'on t'a dit, etc. Certains enfants ont très bien compris et justement vont en raconter de manière très logique, mais parfois assez désaffectée, sans d'émotions apparentes. C'est un mécanisme de défense probablement qui se met en place à ce moment-là. D'autres sont mutiques, donc on sent qu'il y a déjà un impossible à dire. Donc moi, je vais essayer de les aider à verbaliser leurs émotions. Comment est-ce que tu te sens? Et quand ils ont du mal à le dire, peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un peu triste, un peu inquiet, etc. Donc ça va être vraiment les premières choses que l'on va faire. Et puis, laisser la place aux questions. Parfois, les enfants, ils se sentent un peu intimidés vis-à-vis des médecins. Et je vais être un peu la courroie de transmission entre la famille et le médecin, entre le langage courant et le langage médical. Donc, laisser la place aux questions aujourd'hui et plus tard. Je dis souvent que les questions peuvent venir plus tard et qu'on va prendre le temps. Donc, c'est vrai que la question, ça a été déjà dit à plusieurs reprises, mais l'annonce, c'est pas un moment ponctuel, il y a vraiment des annonces. Et je crois que c'est particulièrement vrai dans la maladie chronique chez l'enfant. Parce que, notamment des maladies chroniques qui sont diagnostiquées chez l'enfant très jeune, en fait, l'annonce va être faite aux parents, a priori, notamment si l'enfant n'est pas encore dans le langage. Et puis ensuite, l'enfant va venir régulièrement être soigné à l'hôpital pour des examens. Et pour les parents, pour les médecins, ça fait partie de la routine depuis que cet enfant est tout petit. Et parfois, il arrive à un moment, souvent, alors clairement au début de l'adolescence, mais parfois même un peu avant, où l'enfant a besoin qu'on s'adresse à nouveau à lui, enfin qu'on s'adresse à lui finalement pour la première fois, en réexpliquant les choses qui paraissaient être une évidence pour tout le monde parce que ça fait 8, 10, 12 ans qu'il est soigné. Et ça, c'est très important de pouvoir reprendre ce temps et d'accompagner l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Et je crois que de faire ça aussi, ça a l'intérêt, à la fois pour l'enfant et à la fois pour les parents, d'insister sur le fait que l'enfant ne se réduit pas à sa maladie, ne se réduit pas à sa pathologie et qu'il est aussi porteur de toutes les dimensions de l'enfant et de l'adolescent comme tout un chacun. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas chercher à tout dire. C'est même d'éviter de tout dire finalement sans respecter la temporalité de chacun, mais c'est aussi de pouvoir créer un espace pour éviter les non-dits, pour laisser la possibilité que les choses puissent s'élaborer petit à petit. Et les enfants ont souvent des choses à dire sur notamment les origines, ce qu'ils pensent des origines de leur maladie. Et le fait de les faire dessiner, de les faire jouer, de les faire parler, permet vraiment de mettre ça au travail. En pédiatrie, c'est que la fonction parentale est évidemment profondément mise à mal au moment de l'annonce de la maladie à l'enfant. Et il arrive parfois que le parent ne se sente plus capable finalement de s'occuper de cet enfant, comme s'il n'avait pas été en mesure de le protéger et d'empêcher en fait que cette maladie arrive. Et je dirais a fortiori quand il y a une dimension génétique ou une dimension héréditaire dans la maladie, qui sont un certain nombre des maladies que nous traitons dans mon service. Donc je crois que le rôle de la psychologue, justement, alors le médecin le fait, il l'a dit justement, qu'ils viennent un petit peu débroussailler tout ça, répondre aux fantasmes qui peuvent faire jour et qui peuvent être verbalisés dans ces temps d'annonce ou de post-annonce. Je crois que le rôle de la psychologue ou du psychologue, ce serait de venir un peu réassurer les parents
dans leur capacité à être parents, en fait, et dans leur fonction de protection, leur fonction parentale. Donc, parfois, les parents viennent me voir en me demandant, en s'adressant comme si j'étais une experte, ce que je suis peut-être en partie, comment parler à leur enfant de la maladie, parfois ça peut être parler même du deuil. Et je crois que le plus important, c'est que les parents se fassent confiance. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour parler à leur enfant et d'utiliser leurs mots à eux, les mots très simples. Et ensuite, les choses se font petit à petit. Alors en plus, il y a des petits ouvrages qui peuvent être utilisés. On peut conseiller des petits livres, des petits albums qui peuvent aider les parents à trouver les mots. Souvent, les parents ont peur de dire des mots qui vont être maladroits, qui vont blesser, qui vont tomber à côté. Mais je crois que de toute façon, ça, c'est l'écueil de toute communication, quelle que soit la situation, et que ça peut être justement toujours repris après avec l'enfant et avec les parents. Donc, se faire confiance et du coup, peut-être pouvoir soi-même parler de sa culpabilité dans un lieu autre, dans un espace propre où l'enfant n'est pas présent, pour pouvoir mettre ça au travail, la supprimer, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas déplacer cette culpabilité pour qu'elle n'envahisse pas tout et qu'elle permette de reprendre ses fonctions parentales et la fonction de protection. Ajouter donc le fait que vous comprenez bien comment le rôle de la psychologue est important, mais une psychologue qui connaisse la pathologie et que du coup donc vraiment quelqu'un qui soit rattaché au centre de référence ou en tout cas expert de la maladie aussi, parce que si il y a un décalage entre les connaissances qu'elle a, elle ne pourra pas apporter toutes les réponses et que du coup ça va créer plus de problèmes que résoudre des discours, et donc encore une fois souligner le rôle clé qu'ont les psychologues des centres de référence. Et l'autre élément que je voulais aussi aborder, c'est que bien sûr, il y a comment le patient vit l'annonce, mais il ne faut pas non plus complètement mettre de côté comment le soignant vit l'annonce. Il y a aussi tout cet aspect-là qui intervient dans la façon où se passe l'annonce. Donc, par définition, dans l'annonce, il y a un dialogue, il y a deux personnes qui vont interagir. Le médecin aussi a ses émotions, le médecin aussi, le médecin ou la personne qui, en tout cas, qui participe à l'annonce, va avoir lui aussi des mécanismes de défense qui vont intervenir. Et c'est notamment cela qui pousse parfois à cette fameuse fuite en avant dans laquelle le médecin va dérouler tout ce qu'attend le patient ou les parents et l'enfant. Et du coup, c'est ce flot d'informations tellement important qui va submerger les familles et du coup participer à la sidération et laisser un sentiment d'avoir bien fait puisqu'on a tout dit, et puis finalement ce décalage avec ce qui a été entendu finalement. Et donc, un élément sur lequel il faut aussi que les psychologues des centres de référence travaillent, c'est comment aider aussi les médecins en fonction des différentes différences à améliorer cette annonce. Moi, je me permets de rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. La situation de communication de l'annonce, elle est très particulière puisque c'est difficilement maîtrisable pour le médecin, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, et c'est difficilement recevable par le patient. Donc, on est dans une situation un peu inextricable. Ce qu'on se dit souvent, ce qu'on échange pas mal avec les médecins de mon service, c'est que finalement, on peut essayer de penser l'annonce comme une rencontre, finalement. Pas avec des objectifs de justement, je dois dire ça, 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 et comme avec une espèce de checklist, mais de laisser le temps de la rencontre. Et du coup, ça va être, bien sûr, il va falloir dire un certain nombre de choses, notamment le nom de la maladie, le traitement, etc. Mais cette rencontre, elle va être singulière et elle va s'articuler de manière différente à chaque fois, selon le médecin qui fait avec sa personnalité, avec son histoire, et selon le patient, la famille. Et peut-être que ça laisse de la place à autre chose, d'envisager ce moment comme une rencontre. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est dans ce cheminement personnel, il y a aussi l'échange. On revient sur la question de l'entourage, mais il y a eu beaucoup de questions sur comment dire, à qui le dire, la peur aussi des réactions de l'entourage. Il y a eu, dans les questions que vous nous avez adressées, il y avait aussi une question sur j'ai peur de recevoir la pitié de l'autre. Moi, je pense aussi que dans ce cheminement personnel, il y a quelque chose aussi de l'échange émotionnel
et que la personne en face, c'est pas de la pitié, c'est aussi de l'émotion, de recevoir la souffrance de l'autre, peut-être quelqu'un de proche. Et donc, c'est aussi l'entourage a affaire aussi avec ses propres émotions et sa propre peine. C'est pas de la pitié parfois, c'est aussi de la peine et la difficulté de comment réagir face à ça. Et dans ce cheminement personnel, quand on accompagne les familles, on peut élaborer quelque chose autour de ça, de la réaction ou les comportements des autres. C'est parfois de la maladresse, mais c'est aussi parfois de ne pas savoir comment faire ou comment s'ajuster ou comment réagir. Et c'est aussi finalement de la peine, hein, derrière ces personnes, derrière ces réactions finalement de l'entourage. L'avantage des centres, c'est justement de pouvoir continuer à les accompagner, surtout que, par exemple, à Lille, quand on les accompagne lors des hospitalisations, des consultations, il y a cette équipe pluridisciplinaire qui permet de les accompagner. Donc ça, c'est plutôt une chance quand on fait partie d'un centre. C'est l'originalité de ces centres-là, c'est de pouvoir poursuivre dans l'accompagnement. Ouais, l'éducation thérapeutique, ça peut être aussi un moment où on peut consacrer un temps pour revenir sur voilà, ce moment d'annonce, ce moment où on a prononcé le mot, on a trouvé la maladie enfin. Ça peut être aussi effectivement une solution. Alors moi, je voulais dire plusieurs choses, mais c'est peut-être un peu en décousu. C'était parce que ce que vous avez dit au niveau des enfants, effectivement, il y a une errance diagnostique dans les maladies rares. Dans les maladies rares, c'est vraiment quelque chose qui est commun aux enfants et aux adultes, hein. Souvent, il y a des mois, voire des années d'errance, de nombreux diagnostics, on n'a pas pris en compte, on a dit c'était dans sa tête, on les a pas crus, on a dit il y a rien dans les prises de sang, il y a rien dans les examens. Donc ça, c'est vrai que ça donne un caractère peut-être encore particulier dans cette annonce. Une autre chose aussi qui m'est venue quand on parle des enfants, vous avez dit, faut suivre l'enfant au fur et à mesure de sa vie et à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. En fait, c'est un peu pareil chez les adultes, alors de façon peut-être moins prononcée, mais si vous avez une jeune femme à qui vous annoncez une maladie rare, elle va aussi se poser la question d'avoir des enfants, elle va aussi se poser la question du métier qu'elle va choisir, c'est d'étudiante, de continuer le travail, les pousser aussi. À chaque fois, en fait, on a l'impression qu'il y a tout le temps un peu des annonces, hein, dès qu'on a une maladie chronique, il y a la grosse annonce en fait du diagnostic, mais en fait, ce chemin avec la maladie chronique va être à chaque fois il y aura des moments voilà de rechute, d'aggravation, de poser des questions sur comment je vais faire. À chaque fois il va falloir rediscuter, réannoncer peut-être des mauvaises nouvelles ou des évolutions et c'est pas simple. Donc je rejoins, je ne sais plus qui l'a dit, mais il n'y a pas une annonce, mais il y a souvent des annonces dans le temps, en plus dans un temps relativement long. Et c'est vrai que le mot annonce, au final, il n'est pas tellement adapté parce que annonce, ça veut dire qu'on va annoncer. On a l'impression que c'est un monologue, quoi, hein, rien que le mot. On va annoncer et le mot rencontre est sans doute plus adapté. Ça fait déjà qu'il y a quand même un dialogue. Quand il y a disons une part d'hérédité, oui, on l'explore. On pose les questions évidemment à la famille en amont sur les antécédents. Et puis, il y a un cheminement qui se fait en parallèle avec les psychologues cliniciens de la génétique qui vont aborder ce type de problématique plus spécifiquement. Donc, oui, parce qu'évidemment, il y a tout un dialogue à avoir avec le reste de la famille, donc le reste de la famille élargie. Et donc là, on peut rebondir aussi sur la question de est-ce qu'il faut en parler aux frères et sœurs de l'enfant en question, parce que toujours pour les questions de pédiatrie. Et la réponse est clairement oui, il faut en parler aux frères et sœurs, parce que de toute façon, les frères et sœurs vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, que les parents sont pris par l'enfant qui est malade, et il faut tout de suite désamorcer tous les problèmes qui peuvent survenir par le fait qu'ils vont se sentir délaissés parce que l'énergie des parents se porte sur l'un des frères et sœurs parce qu'il est malade et les autres se sont délaissés. Donc c'est important de prendre le temps aussi d'expliquer à l'ensemble de la famille, encore plus évidemment s'il y a des enjeux génétiques, mais après les enfants pour ça, eux, non, ça les dépasse souvent.
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de les préparer au fait que papa et maman vont devoir s'occuper de l'enfant qui est malade pendant un certain temps, mais que c'est pas pour ça qu'ils n'aiment moins les frères et sœurs qui sont bien portants. Parce qu'il ne faut pas que des fois les enfants, après malheureusement c'est des choses qu'on voit, se sentent dévalorisés parce qu'ils sont en bonne santé, alors que l'enfant qui est malade reçoit l'attention de tout le monde. Mais il faut en parler si ça impacte la vie de l'école. Donc, pour nous, en tout cas, dans Oui, notre contexte de maladie rare, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on va en parler du moment où il faut mettre en place un PAI, ou du moment où il faut mettre en place des précautions particulières, ou qu'il y a des précautions que les enseignants doivent avoir. On n'en parle surtout pas quand il n'y a pas d'impact sur l'équipe pédagogique. C'est-à-dire qu'il a beau avoir une maladie rare, sa vie scolaire est celle de tout un chacun. Et s'il a un problème de santé comme son voisin, il faut appeler un docteur parce qu'il ne va pas bien, ou les parents, on n'en parle pas pour que l'enfant ne soit pas mis de côté, stigmatisé ou autre. Donc là qu'il est difficile de donner une règle pour toutes les maladies et pour tous les enfants, puisqu'il y a chacun va être traité au cas par cas. D'un point de vue pratique, la plupart des CHU ont quand même des enseignants spécialisés qui peuvent faire justement le lien avec les équipes pédagogiques et qui permettent donc de faire le lien. Donc, c'est des enseignants de l'éducation nationale, mais qui sont dans les hôpitaux. Donc, on en a bien évidemment un peu partout. Donc, on en a au CHU de Lyon, dans notre centre de référence. Et c'est justement eux qui font le lien. Quand il y a des questions spécifiques soulevées par les parents qui ne se sentent pas compris ou par les équipes pédagogiques, quand elles veulent avoir des renseignements, et on revient sur euh, pour faire l'analogie, c'est comme on parlait tout à l'heure de la psychologue du centre de référence qui connaît bien la maladie, qui donc va porter ses lumières et qui peut aider la psychologue qui suit au quotidien le patient, ou le médecin spécialisé du centre de référence qui va aider au quotidien le médecin traitant à suivre la famille. Dans la même logique, il y a des enseignants spécialisés qui peuvent faire les liens et permettre de répondre à ces questions de façon très pertinente. par rapport à l'enfant, l'enfant, alors bon, moi c'est un peu particulier, je suis dans un service dans lequel les enfants sont hospitalisés en général assez longuement, de 4 à 6 mois pour une greffe de moelle osseuse. Donc évidemment, ils ne vont pas à l'école pendant ce temps-là, et ensuite quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas un système immunitaire suffisamment consistant pour pouvoir retourner en collectivité tout de suite. Donc, il y a en effet les enseignants spécialisés qui sont très précieux à l'hôpital pour faire le lien avec les établissements d'origine. Il y a même maintenant des systèmes de robots qui permettent à l'enfant de participer à certains cours en direct avec le petit robot qui est dans la classe. Après, sur le fait de dire ou ne pas dire, moi je crois que c'est toujours un peu la même chose, c'est un peu du cas par cas, et qu'à partir de, je dirais, peut-être 9-10 ans, on peut poser la question à l'enfant de comment lui, il sent les choses et qu'est-ce qu'il voudrait. Et souvent, il peut y avoir des postures qui sont assez différentes. Moi, parfois, j'ai des enfants qui sont obligés de s'absenter très souvent de l'école pour des consultations liées à leur traitement, à leur suivi de maladies chroniques, et qui, en fait, s'inquiètent beaucoup que les autres enfants de la classe puissent croire qu'ils ne viennent pas tel jour parce qu'il y a un interro. Vous voyez que finalement, ils soient vus un peu comme les paresseux, ceux qui esquivent un peu les difficultés scolaires, etc. Donc parfois, ces enfants-là, eux, ils ont besoin en fait de dire et d'expliquer à la classe ce qui leur arrive et pourquoi il y a des absences récurrentes. Et d'autres, au contraire, effectivement, ne veulent pas du tout être traités différemment et du coup ne veulent surtout rien dire. Et je pense que c'est important de pouvoir entendre ce que les enfants ont à dire sur cette question-là. Je vous rejoins un peu pour les adultes, hein. C'est un Oui, petit c'est peu ce que pareil j'allais. dans le travail, hein, parce qu'effectivement, Oui. on a tous des histoires où les gens ont dit ça leur a desservi. Il faut dire aussi, ça existe. Et puis, et des fois, ils sont prêts à le dire, mais ils ne savent pas forcément comment le dire, donc on les accompagne là-dessus. Là aussi, l'éducation thérapeutique, je trouve, peut aider à comment j'en parle dans mon entourage, comment j'en parle à mon supérieur hiérarchique, comment je fais pour avoir, est-ce que j'ai le droit à une fameuse, la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Encore faut-il vouloir avoir cette reconnaissance, hein, travailleur handicapé, c'est aussi lourd de sens.
Mais on est un petit peu dans la même problématique chez les adultes. Oui, et C'est du puis cas par cas, je trouve. oui, et puis il y a quelque chose aussi on peut en parler quand on a soi-même un peu digéré les choses. Tout à C'est fait. compliqué de parler quand on est émotionnellement à fleur de peau et voilà, c'est pas envie, surtout à des collègues. C'est peut-être différent de pleurer avec des personnes de très proches, mais avec les collègues, on n'a pas envie forcément de montrer ses émotions. Et donc, c'est difficile de parler de toutes ces choses quand on n'a pas digéré. Et donc, voilà, pouvoir en parler, ça veut dire peut-être aussi d'avoir fait ce cheminement et d'avoir un petit peu, voilà, élaboré quelque chose, d'avoir trouvé les mots, d'en parler avec la psychologue, ça permet aussi après, ben voilà, de trouver les mots, de mettre un peu de distance avec ses émotions et puis en effet de se questionner à qui j'en parle. Euh, Parfois, pour certains adultes, c'est tout à fait ce qu'on disait, on n'en parle pas au travail pour pouvoir avoir un lieu où j'existe autrement, mais en fait, finalement, quand on les accompagne, c'est aussi parce qu'eux-mêmes n'ont pas digéré l'information ou n'ont pas digéré les émotions et que finalement, voilà, c'est compliqué encore pour eux d'en parler. Parfois, ça renvoie à ça. Il y a pas mal de maladies, enfin en tout cas pour les maladies dont je m'occupe, les maladies auto-immunes rares, pour un certain nombre, ça ne se voit pas du tout. Et là, c'est aussi compliqué pour les patients de pouvoir expliquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont, trouver les bons mots. Pour rebondir sur ce qui a été dit juste précédemment et le fait de digérer, d'avoir un peu élaboré avant de pouvoir parler à l'autre, c'est vrai que je crois que l'un des enjeux de la prise en charge psychologique autour de la maladie somatique, c'est vraiment comment finalement le patient, probablement enfant ou adulte, va articuler cette maladie à son histoire de vie. Et comment finalement cette maladie ne va pas ou plus être celle qui envahit tout et qui masque tout le reste, le passé, le présent et le futur, qui prend toute la place, ou comme une espèce d'excroissance, je dirais, sur le chemin de vie, et comment en fait on vient retricoter, on vient refaire du lien et on vient articuler tout ça pour que la maladie s'inscrive dans l'histoire de vie et puis qu'on puisse relancer une temporalité avec un passé, un présent, mais un futur aussi.